Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF pour ce point de marché hebdomadaire. Alors, vous ne me voyez pas parce que je suis pas très en forme et donc bon voilà, c'est pas très beau à voir. Bon, y a rien de grave, hein, mais bon, je suis un petit peu grippé et j'ai la voix enrouée, ça doit peut-être se sentir. Mais bon, c'est pas voilà, je fais quand même ce point de marché parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine. Et il y a de quoi se poser des questions. D'ailleurs, vous voyez l'image un peu, hein, une espèce de Pinocchio là et effectivement, on se demande un petit peu s'il n'y a pas un espèce de jeu de poker menteur auquel nous assistons. Alors, on va commencer par, l'actualité, géopolitique, économique et sanitaire. Alors, l'actualité, géopolitique. Alors elle est pas terrible, elle est pas très bonne, donc il c'est toujours, hein, la guerre en Ukraine, hein, les Russes avaient, je rappelle, hein, donc les Russes, il y a de cela 3 mois, ont lancé une offensive sur, l'Ukraine, une offensive éclair qui ne s'est pas bien passée pour les Russes, hein. Les Ukrainiens ont très bien résisté, i c'était vraiment, enfin il y avait une résistance, héroïque et exemplaire, hein, de l'Ukraine. Et puis on a observé, hein, au cours de ces derniers jours, hein, ces 10 derniers jours, une reprise, à l'avantage des Russes, avec notamment la chute officielle de Mariupol, donc qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine, et la Russie qui avance ses pions dans l'est de l'Ukraine, avec notamment, donc hier, hein, vendredi, la ville de Liman, qui est tombé aux mains des Russes. Et ça, c'est une prise stratégique qui a un grand intérêt stratégique parce que Liman, la ville de Liman, est un point névralgique permettant de contrôler quasiment tout le Donbass, hein. Il y a beaucoup de chemins de fer, hein, qui passent par cette ville. Et une fois que l'on a que les Russes ont pris cette ville, ils peuvent installer une artillerie très lourde pour bombarder d'autres villes qui sont situés dans le Donbass. Donc les Russes ont marqué beaucoup de points cette semaine, malgré vraiment une résistance héroïque, hein, des Ukrainiens. Alors autre point aussi géopolitique, il y a Joe Biden qui menace la Chine par rapport à Taïwan, qui menace la Chine de représailles militaires par rapport à Taïwan. Et c'était du tac au tac, hein, la Chine qui a répondu qu'il ne craignait absolument pas les États-Unis. Et d'ailleurs, l'ambassadeur chinois en France, qui a fait une interview cette semaine, a clairement accusé les Américains et l'OTAN d'être à l'origine de la guerre en Ukraine, hein. C'est vraiment de la provocation. En gros, c'est les Russes qui envahissent l'Ukraine et l'ambassadeur de Chine qui a carrément haussé le ton, qui a clairement dit que cette invasion russe en Ukraine, c'est la faute de l'OTAN qui provoque et qui joue un peu les impérialistes. Donc on a vraiment une hausse du ton entre les États-Unis et la Chine, hein, cette semaine. Et ça, évidemment, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais l'actualité géopolitique, c'est pas tout. On a une actualité monétaire assez surprenante, puisqu'on a des banques centrales qui laissent entendre qu'elles pourraient rapidement ralentir la cadence de hausse des taux. Et ça, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, hein, qui a permis au marché de monter très fortement cette semaine. Je vais y revenir. L'actualité politique intérieure en France, on a le parti politique NUPES, donc qui est l'alliance entre la France insoumise, le Parti socialiste, les communistes et Europe écologique Les Verts, donc avec Jean-Luc Mélenchon qui a agrégé toutes ses forces, qui a dévoilé son programme pour préserver le pouvoir d'achat contre l'inflation. Et là, évidemment, c'est carrément une politique de type Robin des Bois, puisque pour protéger les ménages de l'inflation, donc cette alliance, hein, de gauche et de gauche un peu entre guillemets extrême, hein, donc par la voix de Jean-Luc Mélenchon, ont décidé de porter le SMIC à 1 500 €, de faire en sorte qu'il y ait une indexation des bas salaires et des salaires de la classe moyenne
par rapport à l'inflation et évidemment pour payer, tout ça, tout simplement alors ceux qui vont payer la note seront les «riches» entre guillemets et les investisseurs. En gros, les hauts salaires et les investisseurs. Alors comment? A priori, donc le parti, NUPS, va remettre au goût du jour l'ISF. Donc a priori, ça serait un ISF qui démarrerait à partir de 1 000 000 d'euros. Donc les personnes, les ménages qui ont plus de 1 000 000 d'euros de patrimoine, se verront imposer à l'ISF, ce qui était un petit peu le cas avant en fait, sauf que, de l'ISF, on a exclu, enfin on a tout exclu sauf l'immobilier. Et encore pas la résidence principale. Donc, donc en fait le, hem, le l'impôt, l'ISF en fait c'est devenu l'IFI et l'IFI en fait seuls sont imposables l'immobilier en dehors de la résidence principale et ce que veut faire en fait, le parti NUPS, ça serait de remettre l'ISF en augmentant, l'imposition sur les revenus du capital. Donc évidemment, alors c'est assez louable, il faut reconnaître que, les salariés, c'est durant ces 40 dernières années, les salariés sont ceux qui ont été le plus mal servis. Valait mieux être un investisseur du CAC 40 qu'être salarié. Pour votre information, en 1987, quand le CAC 40 a été créé, il valait 1000 points en 87. Aujourd'hui, il en vaut, il en vaut 6 500. Et encore, ça c'est le CAC 40 hors dividende. Si on intègre les dividendes, on a quasiment dépassé les 20 000 points. Donc on a quasiment des marchés actions dividendes réinvestis qui ont été multipliés par 10 ou par 20, enfin entre 10 et 20 durant entre 1987 et aujourd'hui. Bon, les salaires, clairement, ils sont loin d'avoir été multipliés par 10, hein. On est très, très en dessous, hein. Peut-être depuis 87, les salaires ont peut-être fait x2 en France et encore, mais les marchés boursiers ont fait, hein, ça dépend des indices, mais on est entre fois 6 et fois 20. Donc clairement, ceux qui ont, profité, de ces 40 dernières années, ce sont les investisseurs et les cadres de direction et les patrons. Et NUPES, donc le parti, NUPS, hein, de Jean-Luc Mélenchon, veut, faire payer l'inflation qui est en cours par les investisseurs au travers de taxes qui seront beaucoup plus alourdis sur les revenus du patrimoine et la réintégration, des investissements, financiers dans l'assiette de l'ISF, hein, l'IFI qui redeviendrait l'ISF. Donc ça, bon alors là je suis pas en train de dire si c'est bien ou pas, je dis juste que, c'est sûr que si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, il sera beaucoup plus difficile, d'atteindre la liberté financière. Parce que si vous augmentez de 10 ou de 15 l'impôt, sur les revenus du patrimoine et que vous ajoutez, vous remettez en selle l'ISF à partir de 1 000 000 d'euros en intégrant la résidence principale, ça fera, beaucoup, beaucoup de monde, qui sera, vite, soumis à l'ISF, ce qui évidemment ralentira, enfin empêchera un grand nombre de personnes d'atteindre la liberté financière. Par contre, ces mesures sont plutôt bonnes, pour les personnes qui veulent, qui sont très métro boulot dodo, qui sont un peu besogneuses, forcément pour les classes moyennes, pour, les personnes qui ont énormément de trajets à faire, pour faire des aides à domicile. C'est sûr que un l'arrivée au pouvoir comme Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon sera salutaire pour elle. Donc vous voyez, dans cette vidéo, moi je suis pas là pour dire, pour qui voter. Je dis là, en fait, en fonction des personnes, bah, ça sera pas les mêmes, hein. Avec, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, si elle reste Premier ministre, bah, forcément les grands gagnants seront les investisseurs, les grands patrons, les cadres de direction. Les personnes qui veulent atteindre la liberté financière, clairement, puisque, les taxes sur les investissements seront,
ne seront pas alourdis, seront même allégés. Alors que si on a Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, là on aura peut-être une baisse de la fiscalité sur le salaire, sur les bas salaires et les salaires moyens. Par contre, on aura beaucoup, beaucoup plus de taxes, d'impôts, de charges sur les revenus du patrimoine et sur le patrimoine en lui-même. Voilà. L'actualité sanitaire, alors après le Covid, est-ce que c'est maintenant la variole du singe qui va faire des siennes? Pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais il faut quand même surveiller ça de très près. Et enfin, je termine cette actualité par l'actualité macroéconomique. Et alors là, moi, je suis assez perplexe, hein, je vous le cache pas. On a à la surprise générale, les dépenses de consommation qui représentent plus des 2 tiers de l'activité aux États-Unis, qui ont continué à progresser de 0,9%. En parallèle, on a l'indice des prix Core PCE qui mesure l'inflation privilégiée par la Fed a ralenti en avril, et ça a évidemment donné un gros coup de peps au marché. Et là, en fait, est-ce que on se pose la question, est-ce que les derniers chiffres de l'inflation laisse penser que ça y est, on a passé le pic d'inflation et que l'inflation va refluer? Alors qu'au même moment, on a une consommation qui est toujours très dynamique. Et là, en fait, ben moi, je suis très sceptique. Alors pourquoi je suis sceptique? C'est que, en général, moi j'ai déjà, heu, j'ai déjà regardé un petit peu, hein, ce qui se passe dans les marchés dans le passé. En général, quand l'inflation reflue, un reflux de l'inflation est quasiment tout le temps précédé d'un effondrement, d'une chute du prix des matières premières. Je vous rappelle que les 2 derniers épisodes de désinflation, on a eu ça au début des années 80 avec la montée des taux par Paul Volcker à 20% pour calmer une inflation à 10%, taux à 20%. Aujourd'hui, on est encore en taux négatif en zone euro, et aux États-Unis, on n'est même pas encore, on est peut-être à 1%. Voilà, les taux courts. Alors les taux longs, aux États-Unis, on est à 2,80, mais voilà, on est très, très loin, des taux, qui ont été portés par Paul Volcker en 80, à 20%. Et suite à ce qui s'est passé au début des années 80, le prix des matières premières a été tout simplement, en fonction des matières premières, été divisé par 2, par 3, par 4, voire par 5. Deuxième désinflation, la crise de 2008. Le pétrole était monté à 150 $ le baril, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et ensuite on a eu un crack pétrolier où le pétrole est passé de 150 $ le baril à 30 $ le baril. Et ensuite on a eu un phénomène de désinflation et même de déflation. Et enfin, troisième crise de désinflation, voire de déflation, la crise de Covid, qui a vu, avant la baisse des prix, qui a vu les prix du pétrole passer de 40 $ le baril à zéro. On est même passé en négatif. Donc on a eu un effondrement des prix du pétrole, du cuivre. Les prix du cuivre ont été divisés par deux, hein. Donc, le prix du blé, enfin, on a eu un effondrement de l'ensemble des prix des matières premières. Et ensuite, on a eu la désinflation, puis un léger passage en déflation. Là, ce qui est marrant, c'est que les statistiques des centres économiques, hein, c'est un peu l'équivalent de l'INSEE aux États-Unis, nous annoncent un reflux de l'inflation, avec une consommation qui reste vigoureuse et des matières premières qui restent au plus haut, avec un pétrole qui a encore augmenté cette semaine. Et là, moi, je suis quand même perplexe. Je suis quand même perplexe. Comment on peut avoir des prix des matières premières qui continuent à flamber et une inflation qui reflue déjà, alors qu'au même moment, la consommation reste vigoureuse? Moi, pour moi, c'est un peu un triangle impossible, ça. Ça, c'est compliqué. Et donc, du coup, bah, écoutez, pour présenter un petit peu les marchés, je vais d'abord commencer par les matières premières, hein. Je vais un petit peu enfreindre la règle, puisque je vais vous montrer ce qu'ont fait les matières premières cette semaine. Regardez un peu le pétrole, hein. Semaine de hausse continue de l'or noir. Regardez l'or noir, il a augmenté de quasiment de 7% cette semaine, et on est quasiment à des plus hauts jamais vus depuis 2008, hein, puisque le baril s'inscrit à 114,18 $ le baril. C'est très
très haut. Je veux dire, à part le pic qui a eu lieu juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ensuite on a corrigé et là on revient quasiment au niveau des plus hauts jamais observés depuis quasiment 14 ans. Voilà. Donc on est quasiment, je vous rappelle, hein, le pétrole a franchi les 120 $ le baril seulement à deux fois, pendant la crise de 2008 et juste après la crise de guerre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, on est quasiment revenu à ces niveaux. Donc là, moi, je suis quand même perplexe. Le pétrole flambe et c'est pas tout. Regardez un peu le prix du gaz. Le gaz qui a augmenté cette semaine et qui, regardez, lorsqu'on est en page journalier, on est à des niveaux stratosphériques. On est à des niveaux jamais vus depuis quasiment de tous les temps. Le gaz continue à augmenter. Moi, je me pose quand même des questions. Comment, avec un pétrole qui flambe, qui ne reflue pas, qui monte, hein, le prix du gaz qui augmente, comment on peut nous afficher une inflation qui baisse? Moi, je suis voilà. Moi, je suis perplexe. Je suis voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, Franchement, moi, j'ai regardé durant ces 40 dernières années, à chaque fois qu'on avait un reflux de l'inflation qui est publiée par l'INSEE, par les organismes publics, hein, aux États-Unis, en Europe, sont des indicateurs retardés par rapport à l'inflation, enfin à l'augmentation des prix des matières premières que l'on observe sur les marchés. Et là, en fait, cette semaine, bizarrement, on a des matières premières qui continuent à augmenter. Là, je vous ai montré le pétrole, le gaz, et on a une inflation officielle qui commence à refluer. Moi, je suis un peu perplexe, et c'est pas fini. Regardez le cuivre, hein. Alors le cuivre qui repart de l'avant cette semaine, hein, qui a repris quasiment 5% cette semaine et qui se maintient à des niveaux très élevés, hein. Le record historique du cuivre est à 5 $ la tonne. On est à 4,3 $ la tonne. Je vous rappelle qu'à l'issue de la crise du Covid, on était à 2 $ la tonne. Donc le cuivre est quasiment au double de ce qu'il était au lendemain de la crise du Covid et on est pas très loin des records historiques. Le nickel, pareil, le nickel a gagné 3% sur la semaine. C'est un métal très important. Et le blé, alors on a une consolidation en début de semaine, hein. Je vous rappelle que l'Inde, il y a 2 semaines, a décidé de bloquer les exportations de blé vers le reste du monde parce qu'il y a une sécheresse énorme en Inde et l'Inde a 1,3 milliard de personnes à nourrir. Donc c'est pas pour exporter le blé. Donc le blé a flambé la semaine d'avant. Il a corrigé en début de semaine et là le blé repart en avant. Durant ces 3 derniers jours, le blé est reparti en avant au point que l'ONU a encore mis en garde contre d'énormes famines qui se préparent au travers de la planète. Donc là encore, comment croire qu'il puisse y avoir une baisse durable de l'inflation? C'est pas fini, je vous ai parlé du blé, regardez le maïs. Le maïs qui a un petit peu consolidé cette semaine, hein, contrairement au blé, il a un peu consolidé cette semaine, mais quand on regarde en page journalier, on est à, on est à quelques pourcents des records absolus, des records historiques pour le maïs. Donc là encore, le maïs est de, loin de baisser. Donc moi, enfin, tout ça pour vous dire, donc j'ai fini sur les matières premières. euh, Moi, je suis perplexe. On a les matières premières énergétiques qui flambent, les métaux industriels comme le cuivre, le nickel qui continuent à augmenter, les matières alimentaires, le blé, le maïs qui sont quand même consommés dans quasiment partout dans la planète. Le blé, on en a, c'est la première denrée alimentaire de la planète qui flambe, qui continue à monter. Je ne vois pas comment, avec la montée de tout ça, on puisse avoir une inflation qui baisse. Sachant que au même moment, les statistiques américaines font état d'une consommation vigoureuse. Donc on a des gens qui consomment, on a une demande qui est forte, on a des prix des matières premières qui flambent du fait des pénuries et une inflation qui est un indicateur retardé qui est annoncé à la baisse. Donc évidemment, moi
je vous cache pas que je suis très, ouais, je retourne, hein, je suis vraiment, très perplexe. Très honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi penser, de tout ça. Hem, soit, soit il y a un problème au niveau des matières premières, hein, le marché des matières premières est manipulé et qu'on se dirige, en fait, vers un effondrement. L'effondrement, le crack sur les matières premières n'a pas encore eu lieu et que paradoxalement, ce sont les organismes de statistiques qui mesurent l'inflation, qui finalement se retrouvent en avance sur le cycle, alors que normalement c'est un indicateur retardé. Soit, soit c'est, bon, ça m'embête de le dire, hein, je vais être traité de complotiste, soit il y a des manipulations, il y a des magouilles dans les statistiques d'inflation. Voilà, qu'en réalité l'inflation continue d'augmenter, mais que les organismes essayent un petit peu de calmer, d'éviter de déclencher un mouvement de panique, de publier des chiffres qui sont, moins catastrophiques que prévu, qui sont même en amélioration, afin peut-être d'améliorer le moral des ménages, de montrer aux gens qu'il n'y a rien à craindre et peut-être d'inciter les banques centrales à ne pas remonter les taux et pourquoi pas à relancer la planche à billets. Voilà. Moi, c'est un peu mon interprétation, pour le moment. Tant que j'ai pas vu de crack des matières premières, du pétrole, de l'énergie, du gaz, du blé, du maïs, du nickel, du cuivre, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'une désinflation soit, possible. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas vous à commenter, hein, à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, hein, de ces chiffres d'inflation qui sont ressortis, à la baisse? Je sais pas, est-ce que quand vous faites vos courses, vous avez vu, ces derniers, je sais pas, ces derniers jours, ces dernières semaines, un ralentissement de la hausse des prix, voire même des baisses de prix. Voilà, moi je suis très perplexe. En tout cas, ma femme a fait les courses, ces dernières semaines et elle a plutôt vu une flambée, des prix. Heu, on a on a fait un jeudi dernier, on a fait un barbecue avec des copains et là, toutes celles et ceux qui ont fait les courses, enfin, m'ont clairement dit que leur budget courses, il a explosé à la hausse, quoi. Donc que des organismes statistiques, comme, l'INSEE ou l'équivalent aux États-Unis nous parlent d'un ralentissement, marqué, de la hausse des prix, moi ça me rend perplexe. Alors je sais pas, hein, peut-être que je sais pas, j'ai des illusions ou j'en sais rien, mais en tout cas n'hésitez pas à réagir et à me revenir, hein, à réagir si vous avez observé dans les magasins je sais pas, ne serait-ce qu'un arrêt, un ralentissement ou un arrêt de la hausse des prix, des étiquettes. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'observe. Donc je suis vraiment, perplexe, par rapport à tout ça et pourquoi c'est important? Parce que évidemment, avant même que les chiffres d'inflation, heu, qui ressortent, curieusement, à la baisse, on a eu des banques centrales qui ont indiqué, en milieu de semaine qu'elles pourraient ralentir la cadence de hausse des taux. Voire même, pourquoi pas, faire machine arrière si l'économie donnait des signes de fatigue. Donc ça, évidemment, pour les marchés, c'est du pain béni. On a eu à nouveau on a eu une envolée des bourses, notamment les bourses des pays développés. Je vais y revenir, juste après. Alors avant d'arriver au marché actions, je vais vous parler des taux. Alors là, c'est pareil, hein, on a eu, des chiffres d'inflation qui laissent entendre que, on s'améliore, que l'inflation pourrait refluer. Et pourtant, on a des taux qui sont loin de s'effondrer, qui se stabilisent à des niveaux très élevés. On est quasiment, pour un exemple, pour les OAT, françaises, hein, les obligations françaises à 10 ans, on est quasiment, on tangente le niveau des 1,50. Pour les États-Unis, c'est pareil, on a eu un léger reflux des taux aux États-Unis, mais on reste à portée de tir des 3 qui a été le seuil de douleur en 2018, qui avait marqué un début
de bear market à l'époque en 2018, avant que la Fed n'intervienne, fasse machine arrière et lance la planche à billets. Alors j'ai rajouté une petite partie par rapport à avant, qui est le marché de ce qu'on appelle des spreads de crédit. Donc, il y a le marché des actions, des taux, du forex, des matières premières, des métaux précieux, des cryptos, et j'ai rajouté un autre indicateur qui permet de tester un petit peu la perception qu'ont les marchés, qui sont les spreads de crédit. Alors qu'est-ce qu'un spread de crédit? Un spread de crédit, c'est un écart de taux entre le taux auquel on prête à un émetteur A, censé être risqué, par rapport à un émetteur B, qui est censé être l'émetteur dont le risque est minimal. Et l'écart de taux entre les deux, ça s'appelle le spread de crédit. Plus le spread est élevé, et plus ça montre que les marchés ont peur. Les marchés ont peur de prêter aux personnes physiques et morales, pour peu qu'elles aient un risque de ne pas pouvoir honorer leur dette. Alors, ce qui fait référence des taux sans risque, c'est aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un des rares pays encore notés AAA, dont la dette est réputée quasiment avec un risque de défaut nul, tout simplement quasi nul. Voilà, l'Allemagne, les taux allemands, c'est quasiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui les taux sans risque. Et donc évidemment, lorsqu'on mesure l'évolution des taux d'un autre pays, voire d'une entreprise par rapport à l'Allemagne, forcément le taux auquel on va prêter à ce pays ou à cette entreprise sera forcément plus élevé que le taux auquel on va prêter à l'Allemagne, et cette différence de taux s'appelle le spread. Donc là, je vous ai mis l'historique des spreads entre les taux 10 ans français, OAT, et les taux 10 ans allemands, appelés le Bund. Et là, on voit très clairement que durant l'année 2021, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne a oscillé autour de 30 points de base, 30-35 points de base. Et là, on a explosé à la hausse, on est à 50 points de base. Donc le spread entre le taux français et le taux allemand a quasiment été multiplié par 2. Et là, on voit, le spread ne rebaisse pas. On est quasiment au plus haut il va falloir que je prenne un historique un peu plus long, mais sur plus d'un an, on est quasiment au plus haut. Donc là encore, vous voyez, on a des matières premières qui flambent, on a une actualité qui n'est pas réjouissive, hein. On a l'Ukraine qui est de plus en plus mal face à l'avancée russe, on a la Chine qui hausse le ton. Enfin bref, on a une actualité qui est pas terrible. Et bizarrement, on a des chiffres d'inflation qui ressortent bons, des banques centrales qui, qui annoncent qu'elles pourraient taper moins fort que prévu, et on a des spreads qui restent assez élevés. Donc tout ça, c'est pas logique, surtout quand on verra ce qu'ont fait les marchés actions cette semaine. Alors au niveau du forex, on a eu un léger rebond de l'euro-dollar qui repasse de 1,04 à 1,07. Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, montre les muscles en disant qu'elle va monter les taux un peu plus qu'aux États-Unis. Mais quand on regarde sur le long terme, la tendance sur l'euro reste baissière, la tendance baissière reste intacte. Là, pour moi, on est encore au stade du rebond technique. Pour pouvoir parler d'un retournement de tendance, il faudrait que l'euro-dollar repasse au minimum au-dessus de 1,15. À partir de 1,15, 1,20, on pourrait commencer à parler de retournement de tendance. Là, à 1,07, pour moi, c'est du rebond technique. Alors, au niveau de l'euro-franc suisse et de l'euro sterling, il n'y a pas eu grand-chose à noter cette semaine. Ça a yoyoté. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Alors maintenant, on va passer au marché action. Et là, évidemment, le marché action, lui, il a vu deux choses. Alors, il oublie ce qui se passe en Ukraine, l'avancée russe, les Chinois qui menacent, tout ça, il oublie. Le pétrole qui flambe à 115 $ le baril, pareil, le marché action s'en fout. Lui, il a vu deux choses. Il a vu que les banques centrales pourraient ralentir le rythme de hausse des taux, et l'inflation entre guillemets officielle
qui est annoncé à la baisse par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Et ça, les marchés, regardez un petit peu le CAC 40, hein, regardez cette semaine, on est passé quasiment de 6200 points à plus de 6500 points. Donc après un bear trap observé sur la zone des 6100 points, le CAC 40 a fait un sans faute. Voilà, il a monté quasiment toute cette semaine. Une remontada de voilà, une remontada de quasiment 300 points. Donc c'est pas 30 points, c'est 300 points sans aucune reprise de souffle. Donc moi je suis très perplexe. Pour moi, on a la situation sur les actions, elle est elle est risquée, elle est risquée. Pour les raisons que je vous ai dit, hein, moi j'ai beaucoup de mal, hein. Je me demande si nos dirigeants n'essayent pas un petit peu de nous endormir en nous disant que l'inflation est sous contrôle et qu'elle va baisser, alors qu'au même moment, les matières premières n'arrêtent pas d'augmenter. Euh, voilà, moi j'ai du mal. Et là, sur le plan technique, les actions qui ont cru, alors c'est peut-être un conte de fées, mais si c'est un conte de fées, en tout cas, les marchés actions y croient clairement. Et là, il y a deux indicateurs qui me rendent perplexe sur les actions, notamment le CAC 40. Là, le CAC 40 arrive au niveau de la résistance majeure, la résistance baissière majeure qui passe autour de 6600 points. Donc là, le CAC 40 va arriver sur un niveau de résistance énorme qui est situé entre 6600 et 6666 points. Donc là, le CAC 40 va arriver à des niveaux de résistance énormes et en plus, on est, si vous regardez le RSI, on est dans une situation de surachat. Les gens se précipitent pour acheter le CAC 40 suite aux nouvelles sur l'inflation, sur la consommation et les rumeurs sur les banques centrales. Voilà, donc moi je suis vraiment perplexe. Et c'est pour cela que malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai pas osé me renforcer sur les marchés parce que voilà, je suis assez perplexe. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on va aller tout juste à 7000 points, voire plus. Voilà, moi, je suis quand même assez sceptique, sur ce rebond. Pour moi, il y a un des 2 marchés qui ment. Soit c'est le marché action qui, voit commence à voir le scénario rose, c'est-à-dire une inflation qui baisse avec une croissance à la hausse, soit, et donc dans ce cas-là, les matières premières devraient s'effondrer, soit c'est le marché des matières premières qui a bon, c'est-à-dire que le marché des matières premières du pétrole, du gaz, du blé nous envoie des signaux d'inflation qui n'est pas prête de refluer et qui va aboutir à un scénario de stagflation. Et donc dans ce cas-là, c'est le marché action qui a tort et qui devrait littéralement s'effondrer dans les prochaines semaines. Voilà. Pour moi, clairement, il y a un des 2 marchés qui a tort. Soit les matières premières, soit les actions. Mais moi, j'ai du mal à croire que l'on puisse, à long terme, observer une hausse quasiment parallèle entre les matières premières, le pétrole, le gaz, le blé et les marchés actions. Moi, ça me paraît, pour moi, c'est antinomique. Que les actions montent quand le prix du pétrole passe de 30 à 50 dollars le baril, ça ne me choque pas. Parce qu'à 30 dollars le baril, on est clairement dans un scénario de confinement, de récession. Donc du coup, le fait que le pétrole augmente, c'est plutôt un bon signal pour les marchés, actions. Ça renvoie un signe que la demande est forte, etc. Mais là, on est à des niveaux sur le pétrole à 115 dollars le baril, alors qu'au même moment, le dollar est extrêmement fort face à d'autres devises comme l'euro. Je vois très très mal comment, avec ces niveaux de prix des matières premières libellés dans une monnaie, le dollar qui est lui-même très fort par rapport à l'euro, je vois mal comment les entreprises peuvent afficher d'excellentes perspectives de bénéfices futurs. Rappelons que le cours d'une action, ce n'est rien d'autre
qu'une actualisation des bénéfices futurs. Donc j'ai du mal à voir comment les bénéfices peuvent encore augmenter avec une croissance économique qui s'améliore, alors qu'au même moment, on a des prix de l'énergie, des prix de matières premières, des prix des métaux industriels qui battent record sur record. Voilà. Pour moi, des, il y a un des marchés qui se trompe. Je ne sais pas lequel. Moi, personnellement, je pense que si on n'observe pas un vrai resserrement monétaire à la Volcker, je vois mal ce qui peut empêcher l'inflation de ralentir. Et donc, pour moi, voilà, pour moi, les marchés actions me paraissent être vraiment optimistes quand on voit le niveau des cours des matières premières aujourd'hui. Alors là, je vous ai pris le CAC 40, mais le Dow Jones, hein, regardez le Dow Jones, voilà, il est en hausse quasi continue, hein, aucune reprise de souffle, hein, on est passé direct de 31 000 points à 33 200 points, on a pris quasiment 2500 points en ligne droite. Et regardez, donc là, on a en page journalier. Alors en page journalier, on a eu un beau rebond du Dow Jones, mais contrairement au CAC 40, on a encore de la place pour rebondir encore un peu plus. On n'est pas encore, euh, on est encore assez loin du haut du canal baissier, alors que je rappelle, hein, sur le CAC 40, on a quasiment atteint la borne haute du canal baissier. Donc le CAC 40 a vraiment avancé énormément et ça, c'est en grande partie lié aux valeurs du luxe. Je rappelle que le CAC 40 est fortement pondéré en actions du luxe, notamment LVMH. Et comme, a priori, la Chine commencerait à se déconfiner, bah, les investisseurs anticipent un regain d'appétit des classes moyennes chinoises et des classes aisées chinoises pour les sacs Hermès, les Louis Vuitton, etc. Ce qui peut-être explique la surperformance du CAC 40 par rapport à d'autres marchés. Alors, le Nasdaq, ça a été aussi une très belle semaine, là encore, avec un rebond énorme et un Nasdaq qui a pris quasiment 1200 points en ligne droite, 1200 points sur une assiette de 12 000 points. Ça fait quasiment 10% de hausse sur ces 10 derniers jours. Donc là encore, on a eu un très très beau rebond du Nasdaq, mais on reste, contrairement au CAC 40, on reste encore dans un rebond technique, hein. On est encore loin des 14 000 points, on est encore loin de la borne haute du canal baissier dessiné depuis déjà 8 mois. Alors que sur le CAC 40, on n'est plus très très loin. Donc si on pense que les marchés actions ne sont ont terminé, sont en phase de finir leur rebond. L'indice qui pour moi me paraît le plus fragile au risque de retournement, bah, c'est le CAC 40 parce que voilà, vous voyez le Nasdaq, bon, ok, il est en zone de surachat en pas horaire, mais en pas journalier, on est très très loin du surachat et on est très très loin du haut du canal haussier. Alors que sur le CAC 40, on est clairement en surachat et on est quasiment, on est quasiment à quelques dizaines de points près, on a quasiment atteint la borne haute de, de, ce, de ce canal baissier. Voilà. Alors, le Nasdaq, alors pour le Nikkei a été un petit peu mollasson, puisqu'il a été stable cette semaine, hein. Il a légèrement augmenté, mais beaucoup moins que les autres indices. Alors par contre, c'est vrai que le Nikkei a beaucoup, beaucoup moins baissé que le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq durant les dernières semaines. Donc là, on a finalement un indice Nikkei qui a une volatilité qui s'est pas mal écrasé, on va dire. Donc voilà un petit peu pour les pays, on va dire, européens. Le Nikkei, c'est un pays développé, mais en Asie. Et pour les marchés asiatiques, alors c'est marrant, c'est un peu différent. Au niveau de la Chine, pas grand-chose à noter, hein. Vous voyez, on est un peu à contre-tendance, hein. Autant les indices européens, américains ont énormément augmenté
cette semaine, autant la bourse chinoise n'a pas fait grand-chose. Pareil sur la bourse indienne, voilà, il s'est pas passé grand-chose cette semaine, voilà, on a stabilisé. Sur l'Afrique du Sud, on a eu une belle remontée tout au long de la semaine, un peu comme les indices occidentaux. Et sur le Brésil, on a une poursuite du rebond au-delà des 110 000 points. Mais pour moi, les choses difficiles sur l'indice brésilien vont commencer à partir des niveaux des 120 000 points. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les marchés actions. Donc des marchés actions qui ont été extrêmement robustes. Alors à part la Chine, l'Inde et le Japon, donc à part les marchés asiatiques qui ont été beaucoup plus flat, mais quand on regarde ce qu'ont fait les indices européens, américains, sud-africains et latino-américains, notamment le Brésil, on voit qu'on a eu une très 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 belle semaine. Là encore, les marchés anticipent déjà un ralentissement de la cadence de hausse des taux des banques centrales à la faveur d'un reflux de l'inflation. Et je vous rappelle, je sais, je radote, que pour moi, il y a un marché qui se trompe. Il y a un marché qui se trompe. Soit les matières premières doivent corriger, et dans ce cas-là, on peut comprendre que l'inflation puisse refluer, soit on a eu un accident, il y a peut-être eu un stagiaire qui s'est planté, enfin, il y a eu un gros doigt au moment de sortir l'indice de statistiques sur l'inflation américaine, soit finalement on a une inflation américaine qui est soit trafiquée, soit une baisse un peu conjoncturelle avant une poursuite de la hausse de l'inflation. Mais pour moi, un des marchés doit corriger. Voilà. Soit les matières premières, soit les actions. On ne peut pas avoir les deux qui montent de concert, sauf, et ça je ferai une vidéo là-dessus, sauf si on commence à pricer un scénario d'hyperinflation, c'est-à-dire un scénario d'effondrement de la monnaie. Et là évidemment, si la monnaie s'effondre, la valeur de la monnaie s'effondre, si les gens n'ont plus confiance en la monnaie, là vous pouvez avoir à la fois les matières premières, les actions qui augmentent en concert, tout simplement parce que les investisseurs paniquent et décident d'acheter tout ce qui est tangible. Le point commun entre les actions et les matières premières, c'est que ces deux classes d'actifs reposent sur des actifs tangibles. Derrière les matières premières, vous avez du palpable, vous avez du blé, vous avez un épi de blé, vous avez un baril de pétrole, vous avez un actif vraiment tangible, un actif physique. Et derrière les marchés actions, vous avez des titres d'entreprise. Une entreprise, c'est des bâtiments, c'est des machines, c'est de l'intelligence, c'est de la matière grise. Donc c'est aussi un actif tangible. Et donc si les marchés commencent à pricer un effondrement de la valeur de la monnaie, à ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir les matières premières et les actions qui montent de concert. Mais là encore, j'ai un peu de mal à croire à ce scénario parce que si c'était ça que le marché priçait, on aurait une envolée des métaux précieux. Et ce n'est pas du tout le cas. On va l'aborder. Alors, sur les métaux précieux, l'or consolide, hein, l'or voilà, il a remonté après une baisse sous 1800 dollars l'once. L'or s'est très très bien repris la semaine d'avant et depuis quelques jours, l'or est en train de construire autour du pivot que représente la zone des 1850 dollars l'once. Pareil pour l'argent, le métal gris se débat tout juste au-dessus des 22 dollars l'once. Alors là encore, hein, le comportement de l'argent a été très difficile à comprendre. Moi, je me suis renforcé sur l'argent un petit peu en dessous des niveaux des 22 dollars l'once. Et j'avais même un moment parlé de all-in sur l'argent et j'avais expliqué pourquoi je ne ferais pas de all-in sur l'argent, ni sur quoi que ce soit, parce qu'on ne sait jamais ce que les marchés peuvent nous réserver. Donc je me suis renforcé sur l'argent, mais avec des montants mesurés qui ne mettent pas en danger mon portefeuille. Là, qu'est-ce qui s'est passé?
le niveau, le support majeur des 21,50 $, 22 $ qui tient depuis 2020 a été enfoncé. Il a été enfoncé en clôture journalière et hebdomadaire, donc c'est pas rien. Il a été enfoncé, on est même descendu à 20,50 $ l'once d'argent, et bizarrement, il n'y avait aucun support majeur à ce niveau-là. L'argent est remonté pour venir se figer au niveau du support des 21,50, des 22 $ l'once, qui fait office de support depuis 2020. Donc là, c'est ce que j'appelle un bear trap. Un bear trap, c'est quoi? C'est lorsque le marché, un indice, enfonce un niveau de support majeur, il enfonce en clôture, c'est pas en intraday mais en clôture, et bizarrement, le jour d'après, la semaine d'après, l'indice repart comme si de rien n'était et se permet même de refranchir une zone, une ancienne zone support devenue résistance et qui là redevient support. C'est ce qu'on appelle un bear trap. Vous voyez cette pointe là vers le bas sur l'argent là que vous voyez là, ici en pas journalier et même ici en pas horaire, hein, vous voyez un peu cette espèce de vallée là, et ben c'est ce qu'on appelle un bear trap, un piège à baissier. Alors sur le palladium, on a eu un rebond du palladium, hein, au-dessus des 2000 dollars l'once, mais la tendance reste fragile. Et sur le platine, calme plat, il n'y a quasiment rien eu sur le platine cette semaine. On yoyote autour de 950 dollars l'once. Donc voilà un peu pour les matières premières, euh, enfin les matières premières, les métaux précieux qui se sont pas trop mal comportés, hein, qui yoyotent, qui résistent même drôlement bien, parce que si on est dans un scénario de hausse des taux à la Paul Volcker, on devrait avoir des matières premières qui s'effondrent. Si on est dans un scénario d'inflation très forte, voire d'hyperinflation par destruction de la monnaie, on devrait avoir l'or, le platine, l'argent, le palladium qui explosent à la hausse, qui font x2, x3, x10, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a des métaux précieux qui, euh, qui se stabilisent, qui consolident. On a des matières premières qui montent et on a des actions qui montent aussi. Donc pour moi, il y a forcément un des marchés qui va nous réserver, qui se plante, clairement. Alors, il y a par contre un marché qui a déçu, c'est les cryptos. On a le Bitcoin qui a enfoncé la zone des 30 000 dollars, clairement. Donc là, on s'est même offert le luxe de clôturer la semaine en dessous des 29 000 dollars le Bitcoin. Pareil pour l'Ethereum, alors les graphiques sont pas à jour, on est en dessous des 2000 dollars l'Ethereum. Donc ça a été une semaine assez difficile pour les cryptos, où là pour le coup les seuils des 30 000 dollars pour le Bitcoin et des 2000 dollars pour l'Ethereum sont clairement menacés d'être définitivement enfoncés. Donc c'est ça qui est très marrant, c'est qu'on a un marché des cryptos cette semaine qui s'est décorrélé des marchés actions, un marché des cryptos qui continue d'être sous pression, sans doute à cause de la faillite de Luna, qui continue à être sous pression, et on a des marchés actions qui sont repartis comme en 40 à la hausse, avec des matières premières qui continuent d'augmenter, et au même moment, les, les organismes économiques nous annoncent un ralentissement de l'inflation. Moi, honnêtement, en toute humilité, je suis perdu. Je ne sais franchement pas quoi faire. Donc là, j'arrive sur mes conseils. Voilà. Moi, j'ai du mal à croire en un reflux durable de l'inflation. Les marchés ont rebondi à la faveur de bons chiffres de consommation et des bons chiffres d'inflation, avec un discours plus dovish des banques centrales. Et je rappelle, c'est quand même étrange, comment peut-on à la fois avoir une très bonne tenue de la consommation, une poursuite de la hausse des matières premières et un reflux de l'inflation. Donc soit les cotations sur les matières premières sont manipulées, et celles-ci devraient être plus basses, soit ce sont les statistiques officielles indiquant un reflux de l'inflation qui sont truquées.
Et moi, je pense qu'il va vraiment falloir faire attention, car je trouve qu'il y a des choses louches à l'œuvre sur les marchés. Et moi, honnêtement, clairement, en toute humilité, je ne sais pas comment l'interpréter. Alors, si je peux vous donner des conseils, ne jouez pas à Madame Irma, hein, la volatilité reste encore assez élevée, clairement. Ayez un mindset solide, donc attention, voilà, moi je suis très perplexe sur les marchés actions, mais attention de succomber aussi au risque au fait de vendre à découvert les marchés actions, parce que on peut très très bien avoir un CAC 40 qui part à 7000 points comme ça, sans qu'on y comprenne quoi que ce soit, alors que les matières premières se maintiennent à des niveaux extraordinairement élevés. Donc voilà, donc moi le conseil que j'ai à vous donner, ne prenez pas le risque de faire des ventes à découvert sans, sans avoir de contrepartie en face. Si vous avez un portefeuille action et que vous voulez protéger votre portefeuille action par des ventes de CFD sur des indices, ok, là c'est une stratégie qui a un sens. Vous avez déjà un portefeuille que vous voulez garder sur le long terme et vous protégez ça par des ventes à découvert sur des indices. Pour moi, c'est une stratégie intelligente. Pareil, si vous voulez faire du tactique, si vous, par exemple, vous faites des ventes à découvert sur le CAC 40 vers 5550 avec un stop resserré si jamais le CAC 40 dépasse les 6666 points, là encore, ça a un sens. Vous spéculez au retournement à la baisse sur les marchés, mais vous mettez des stop loss serrés pour éviter de vous prendre, de vous faire complètement massacrer si jamais le CAC 40 va à 7000. Voilà. Et enfin, troisième conseil, développer une stratégie de cash management. Donc, à chaque fois que vous avez une vision sur les marchés, n'hésitez pas à anticiper quelles peuvent être vos pertes si jamais les marchés partent en sens inverse de votre situation de scénario central. Donc voilà un petit peu, j'en ai fini avec les conseils. Alors maintenant, je vais passer à mon portefeuille, à l'analyse de mon portefeuille. Alors cette semaine a été marquée par la réalisation d'une moins-value. Donc là, vous la voyez, là, la moins-value ici. Alors c'est une moins-value qui est liée à un rollover de mes positions obligataires sur les treasuries, sur les obligations d'État américaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur les obligations, en fait, vous n'achetez pas, en fait, vous achetez des futurs sur obligations de maturité 3 mois qui sont rollés, qu'on appelle, tous les 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, votre, votre futur expire et donc du coup votre position elle est clôturée automatiquement et vous êtes obligé de réouvrir une nouvelle position. Et là c'est très très intéressant. Et là je tiens à remercier mon broker, hein. J'ai été très très surpris par ce qu'il fait. C'est que mon broker, alors j'en ai eu des brokers hein, dans la vie, mais mon broker actuel, c'est un des seuls sur le marché qui pratique ce que j'appelle le rollover automatique. Alors, c'est quoi le rollover automatique? Le 26 juin, les obligations américaines Treasuries US ont expiré. Donc, qu'est-ce qui ont expiré? C'est-à-dire que je suis obligé, quand une obligation expire, en fait, vous êtes obligé de vendre. Votre position, elle est clôturée automatiquement puisqu'il y a une fin de contrat. Vous êtes livré en obligation. Donc, il y a une livraison. En fait, votre position, elle est clôturée et vous recevez le solde entre ce que vous avez, le cours auquel vous avez acheté et le cours à laquelle votre position a été automatiquement clôturée par votre broker puisqu'il y a une expiration. Quand j'achète des obligations, vous avez toujours une date d'expiration. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, les obligations US à 10 ans ont expiré le 26 mai. Donc là, pour le moment, il n'y a aucune surprise. Tous les brokers, un, lorsqu'un titre expire, lorsqu'un contrat expire, bah, votre broker, il n'a pas le choix, il le ferme. Il ferme la position. Donc là, le broker a fermé ma position. Mais ce qui a été très intéressant, et ce que j'ai énormément apprécié,
c'est que le broker a réouvert automatiquement une nouvelle position correspondant au montant que j'avais investi. Donc c'est ça qui est super, qui est très très intéressant parce que souvent en fait le problème c'est quand un produit expire, en fait il expire vers minuit. En général ça expire vers minuit, 10 heures du soir, minuit, 1 heure du matin. Bon moi j'aime bien le trading, j'adore ça, mais bon j'ai une famille et moi voilà j'aime bien dormir tôt quoi. Donc je vais pas attendre minuit pour attendre que mon broker coupe ma position et que moi j'en ouvre une autre. Et ce qui est super intéressant, c'est que mon broker a coupé automatiquement, a fermé automatiquement ma position au moment du rollover. Donc là, c'est normal, hein, tous les brokers le font. Mais ce qui est super, super, c'est qu'il a pris automatiquement, il m'a réouvert une nouvelle position correspondant au même montant que ma position initiale. Et ça, honnêtement, le broker que j'ai actuellement, c'est le seul qui fait ça. Et moi, j'étais vraiment surpris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon, ma, mon obligation, en fait, a été vendue et a été rachetée sur la nouvelle obligation qui a été émise, sur le nouveau contrat qui a été émis sur le marché. Et ça, le broker a fait ça tout seul, sans que j'ai manuellement à faire tout ça. Donc moi, je dis chapeau. Ça, c'est pour moi, ça c'est un très très bon point qui d'ailleurs va m'amener à me renforcer sur l'obligataire durant les prochains mois. Donc je vais essayer de renforcer progressivement mes positions sur l'obligataire parce que le gros problème que j'ai toujours eu avec l'obligataire, avec mes brokers précédents, c'était de gérer le roll tous les 3 mois. Il faut réouvrir de nouvelles positions. Il faut veiller tard la nuit pour ouvrir une position en évitant de se prendre un gap à la hausse ou à la baisse. Voilà. Là, ce qui est super, c'est que c'est le broker en fait qui se charge, qui fait ça automatiquement pour moi. Et ça, moi je dis chapeau, chapeau. Donc voilà, donc pour en revenir, donc cette semaine, finalement, c'était une semaine assez flat au niveau des plus ou moins values réalisées, hein. Voilà, il y a pas eu, j'ai augmenté légèrement cette semaine et puis j'ai eu une belle baisse suite au rollover, hein, puisque évidemment j'étais en moins-value sur les obligations US. Donc au moment du rollover, mes moins-values latentes se transforment automatiquement en moins-value réalisée. Alors la photo de mon portefeuille latent, donc elle s'est pour le coup améliorée, hein, donc bah, évidemment les marchés actions ont augmenté, les matières premières ont augmenté, les métaux, oh ils ont stagné, bon les cryptos par contre se sont pris des gamelles cette semaine, donc oui là-dessus j'ai perdu, mais globalement je n'ai plus que 2 positions avec des pertes supérieures à 100 euros. J'ai l'argent, métal, où j'ai une position où j'accuse encore une perte de quasiment 200 euros, et le Bitcoin où j'ai une perte de 116 euros, hein, le Bitcoin qui clairement est un des actifs qui sous-performe le plus par rapport aux autres. Alors quand on regarde une photo plus, plus coloriée du portefeuille, hein, donc j'ai des obligations, des actions, des métaux précieux, des matières premières, des cryptos, des dérivés, du forex et du cash. Donc évidemment, l'essentiel de mes moins-values se situe sur les métaux précieux et l'essentiel de mes expositions se situe aussi sur les métaux précieux. Ce qui explique pourquoi mon portefeuille a eu un comportement assez décevant cette semaine. J'ai quand même une partie de crypto qui n'est pas négligeable. Alors évidemment, j'ai moins de crypto que des métaux précieux ou des actions, mais j'ai quand même une exposition en crypto. Et là, toutes les cryptos dans lesquelles je suis investi, hein, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano et OS, sont toutes en moins-value. Voilà. Alors là, par contre, où je suis en plus-value, bah, c'est sur le Dow Jones, hein, le S&P, le CAC 40 et le Nikkei, donc sur les indices actions des pays développés.
Donc là, bon, alors depuis le début de l'année, les marchés actions sont encore en baisse, mais moi, par un jeu de moyenné à la baisse, bah, je suis positif. Mon portefeuille actions des pays, en tout cas, du moins des pays développés, est dans le vert. Alors évidemment, c'est pas le cas si on regarde ce que je fais sur la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, où là, j'accuse des moins-values. Alors là, vous avez une cartographie graphique de mon portefeuille, hein, donc voilà, qui est essentiellement concentré en cash, hein. Regardez, hein, j'ai beaucoup de cash, un peu d'obligataire et beaucoup de métaux précieux. Donc ma stratégie, en fait, aujourd'hui, c'est d'être sous-pondéré. Je ne suis pas très exposé au marché, hein, mais le problème, c'est d'avoir énormément de cash. Le risque, c'est que si jamais vous avez un dérapage inflationniste, c'est que mon portefeuille boit la tasse. Pas en valeur nominale, mais en valeur réelle. Et c'est pour cela qu'en face de ma position cash, qui est assez importante, j'ai une grosse position métaux précieux afin de me hedger contre un emballement de l'inflation. Voilà. Et évidemment, j'ai aussi une poche action en action qui me permet de parier sur l'innovation des êtres humains. Parce que moi, je pense que l'être humain est une espèce, l'humain est une espèce très intelligente. Et au moment où tout est perdu, vous allez avoir une innovation qui fera que l'économie va gagner des gains en productivité et va aller de l'avant, hein. Je vous rappelle, alors aujourd'hui on nous parle de réchauffement climatique, etc., etc., etc. Mais je vous rappelle qu'au 19e siècle, il y avait un certain Malthus qui nous disait, c'est choquant hein, ce que je vais vous dire, mais qui disait à l'époque qu'il fallait diminuer la natalité des pauvres parce que les pauvres font beaucoup d'enfants et que ça participe à la surpopulation mondiale et qu'il n'y avait pas assez de richesse pour tout le monde. Ça, il disait ça Malthus au 19e siècle. Bon. Depuis le 19e siècle, la population elle a été multipliée par 3 ou par 4 et on n'a jamais eu autant de croissance durant ces 100 dernières années. Tout ça pourquoi? Parce que Malthus a estimé que la planète c'est un gâteau et que l'on ne peut pas partager un gâteau à l'infini. Alors il n'a pas tort, il n'a pas tort, hein, les ressources de la Terre sont finies. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'être humain à créer des gains de productivité et à créer, en fait, par le progrès, des choses, des outils, des techniques qui lui permettent de rentabiliser ses exploitations. Et ça, le marché action le capture très très bien. Donc voilà, voilà, moi c'est pour cela que j'ai quand même une part action. Alors j'ai des cryptos, j'ai du forex et j'ai des matières premières. Voilà. Et j'ai un peu d'obligataire. Donc j'ai un peu de tout, mais une grosse partie cash afin de pouvoir rentrer, profiter des corrections qu'il pourrait y avoir dans les prochaines semaines, hein, je vous l'ai dit. Moi je pense qu'il y a un des marchés qui se plante, qui pourrait corriger, soit le marché des matières premières, soit le marché des actions. Et si aucun des deux ne corrige et les deux continuent à partir sur la lune, ça veut dire qu'on pourrait rentrer dans un scénario d'hyperinflation, d'effondrement de la monnaie. Et à ce moment-là, on aurait un actif qui va flamber, c'est les métaux précieux. Et c'est pour ça que j'ai une grosse poche de métaux précieux. Donc voilà, un petit peu cette stratégie, vous voyez un peu comment mon état d'esprit pour piloter mon portefeuille, vous voyez, le cash management, hein, voilà, j'assemble mes classes d'actifs et j'essaye de piloter mon portefeuille suivant plusieurs scénarios. Je ne fais pas de all-in sur un actif en particulier, j'essaye d'intégrer plusieurs scénarios possibles qui sont réalistes entre eux. Voilà. Et là, je termine par un slide avec les indicateurs de mon portefeuille, hein. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo où je vous parlais des indicateurs très importants à suivre sur les marchés pour comprendre et analyser un portefeuille boursier. Les voici. Alors, donc plusieurs blocs, hein, 4 blocs.
les plus ou moins values réalisées. Donc là, sur ce bloc-là, c'est plutôt, positif, hein, puisque depuis que j'ai commencé à trader, j'ai 1,32 de plus-value réalisée, hein, puisque j'ai 25 000 j'ai mis 25 000 € en banque et mon solde, ma valeur comptable des actifs s'élève à 25 330 €. Voilà. Alors, au niveau des plus ou moins values latentes cette fois-ci, donc là, c'est pas terrible parce que j'ai 130 € de plus-value latente, mais j'ai un stock de moins-value latente qui s'élève à moins 753,20 €. Donc j'ai la valeur liquidative de mon portefeuille qui est à 24 707 €. Donc mon portefeuille accuse une perte totale de moins 1,17% et une perte latente de moins 2,46%. Donc ça, voilà. C'est pas donc la performance totale du portefeuille est de moins 1,17%. C'est pas terrible. Par contre, c'est vrai que si on se place depuis le début de l'année, bah, par rapport au marché, c'est pas forcément, c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas forcément négatif parce que malgré le très beau rebond des marchés, on est encore à des baisses de 10 depuis le début de l'année. Donc là, les marchés ont encore énormément de retard à rattraper. On est encore en moins-value de 10 et je suis pas mécontent d'avoir un portefeuille qui est en négatif de seulement moins 1,17%. Alors, par contre, le ratio de latence, hein, je vous rappelle, c'est le poids des plus-values divisé par les plus-values plus la valeur absolue des moins-values. Donc, le ratio de latence n'est que de 14,76%. Donc, le ratio de latence va de 0% à 100%. Donc, plus le ratio de latence est bas et moins, en fait, j'ai des marges de manœuvre pour réaliser des plus-values latentes. C'est-à-dire que plus j'ai un ratio de latence faible, donc 14,76%, c'est assez bas, et moins j'ai de la latitude pour réaliser des plus-values. Alors réaliser des plus-values, pourquoi? Soit pour retirer de l'argent, pour en profiter, pallier à une dépense imprévue, soit pour fermer une position perdante que je vais compenser par la clôture d'une position gagnante. Et donc là, j'ai un ratio de latence de seulement 14,76%, ce qui n'est pas, voilà, ce qui est assez faible. J'ai pas énormément de plus-value, hein. Je n'ai que 130 € de plus-value latente que je peux réaliser potentiellement. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que la valeur comptable de mon portefeuille, en gros, elle ne peut pas dépasser 25 330 plus 130. Donc en gros, la valeur comptable de mon portefeuille, elle est capée à 25 460 points à peu près. Voilà. En revanche, j'ai un indicateur qui est très intéressant, enfin même deux indicateurs qui sont assez intéressants. C'est la réserve de marge disponible. Donc je rappelle, hein, mes engagements, c'est 12 353 €. Donc j'ai passé l'équivalent de 12 353 €. Ça, c'est les engagements, c'est mon exposition au marché. J'ai consommé comme couverture, donc le broker va calculer un collatéral, une couverture que je dois mettre en face de mes engagements. Donc la couverture consommée n'est que de 1978 €. Et si je divise ça par la valeur liquidative de mon portefeuille, ça représente 91,99%. Donc, je n'ai consommé que à peu près 8% de marge, hein. La couverture ne représente que 8% de ma valeur de mon portefeuille, ce qui signifie que j'ai encore 92% de marge possible. Donc c'est énorme. Ça veut dire que je peux encore prendre énormément de positions sur les marchés. Je peux quasiment, en théorie, je peux quasiment
Donc j'ai investi à hauteur de 12 000 euros. Il y a 12 000 euros qui sont placés sur les marchés. Avec une couverture de 92%, ça veut dire que je peux encore investir à hauteur de, alors je vais peut-être pas aller jusqu'à 100%, mais même si je descends à 50% de taux de marge disponible, ça veut dire que je peux encore investir 50 000 euros sur le marché. Donc j'ai encore une capacité, vous voyez, d'investir qui est encore très, très, très élevée. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste par rapport à mon portefeuille, alors que je suis en moins-value latente depuis le début de l'année et la valeur de mon portefeuille est en baisse. Ma performance totale de mon portefeuille, elle est encore en baisse de moins 1,17%. Mais je suis confiant parce que j'ai utilisé qu'une petite partie de ma couverture disponible. Et j'ai d'autres indicateurs qui sont assez intéressants, c'est les prix de revient. Je vous ai expliqué, hein, mon objectif c'est de baisser progressivement les prix de revient de mon portefeuille. Alors, le prix de revient n'a pas beaucoup baissé, hein, j'ai pas pris beaucoup d'ordres cette semaine, mais j'ai les treasuries américains. Mon point mort est passé de 14 797 à 14 019 points. Mon point mort sur les treasuries américaines. Donc j'ai baissé énormément mon prix de revient sur les treasuries américaines grâce au rollover de mes positions. Alors ce qui est très intéressant, en fait, c'est que le broker a clôturé mes, ma, a clôturé mes treasuries, enfin mes positions sur les obligations américaines à 14 100 points et il me les a rachetées à 14 019 points. Là, vous voyez ici, 14 019 points. Ça veut dire que les taux étant positifs aux États-Unis, on est presque à 3%, le marché obligataire américain, le marché des futurs obligataires américains, il est en backward. C'est-à-dire qu'on a des futurs qui sont plus bas que le spot. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à chaque rollover, je vais acheter à chaque fois à des prix plus bas. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est ce qui me permet de faire passer mon prix de revient des treasuries de 14 797 à 14 019. Et là, elles valent 14 100 points. Et donc, du coup, je suis en plus-value. Là, vous voyez les performances un peu sur les gros, sur les grosses positions, hein, OAT, Treasuries, CAC 40, Dow Jones, or, argent, Bitcoin. Et là, en fait, c'est très intéressant parce que je suis quasiment flat sur l'OAT. Je suis flat, enfin, légèrement positif sur les Treasuries américaines. Je suis bien orienté sur le CAC 40 et sur le Dow Jones, hein, avec la remontada qu'on a eu cette semaine, forcément, j'en ai bien profité. Je suis neutre sur l'or, hein, je perds à peine 1% sur l'or. Alors je perds pas mal sur l'argent, moins 6,41 sur l'argent, et je perds quasiment 30% sur le Bitcoin. Et c'est ce qui explique, hein, mes performances, mes contre-performances sur l'argent et le Bitcoin, qui explique en grande partie pourquoi mon portefeuille perd de l'argent, est encore en perte depuis le début de l'année. Voilà. Donc voilà, je termine, hein, cette vidéo assez longue où j'ai pris la peine de vous présenter un peu mon portefeuille avec les nouveaux indicateurs que je pilote pour mesurer ma performance et ma prise de risque. Voilà. Donc voilà, donc l'objectif c'est pas forcément de me copier, mais de vous sensibiliser à l'importance du money management et de piloter votre trading, vos investissements, suivant une approche rendement et risque. Voilà. Écoutez, j'ai terminé cette longue vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Désolé encore de ne pas, voilà, de ne, de ne pas avoir fait cette vidéo où vous me voyez parler, hein. Je suis pas très en forme. Voilà, un peu grippé, mais c'est rien du tout. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite bon week-end, un bon début de semaine si vous visionnez cette semaine, si vous visionnez cette vidéo lundi ou mardi, et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un
nouveaux points de marché. Voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches et à très bientôt les amis. Salut!